Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal. Le Bénin se met au pas de la révolution numérique dans tous les secteurs. Désormais, plus besoin de se déplacer pour avoir son visa lorsqu'on est hors du territoire national. Un seul clic et ce précieux sésame vous sera établi en ligne. L'année scolaire est bouleversée par plusieurs mois de grève. La situation tarde à se décompter. Comment sauver l'année et quelles dispositions prendre pour éviter à l'avenir de telles situations? Un spécialiste en éducation répond à la question. Au Cameroun, plusieurs mines d'or sont abandonnées après leur exploitation. Ces mines appartiennent pour la plupart à des compagnies étrangères. La communauté internationale célèbre ce jour la journée mondiale de lutte contre le paludisme. Une nouvelle occasion pour faire le point des avancées enregistrées et des perspectives en matière de lutte contre cette pandémie qui continue de faire des milliers de décès, en particulier dans les rangs des enfants de moins de 5 ans. Selon le dernier rapport de l'OMS sur le paludisme dans le monde, publié en novembre 2017, il y a eu 216 millions de cas de paludisme en 2016 contre 211 millions en 2015. On estime à 445 000 le nombre de décès dus au paludisme en 2016, un chiffre similaire à celui de l'année précédente. Il faut signaler que depuis plusieurs années, les populations concernées, celles du Bénin y compris, nourrissent l'espoir d'un vaccin efficace contre le paludisme. Les perspectives s'annoncent heureuses sur ce plan. Se délivrer son visa béninois n'est pas toujours chose aisée. Entre les longues attentes et coûts élevés, les peines ne sont pas moindres. Comment permettre aux voyageurs d'obtenir un visa sans se déplacer? Comment moderniser, sécuriser et garantir la traçabilité du dispositif de délivrance du visa? La réponse est toute trouvée. Les demandeurs de visa peuvent désormais obtenir leur visa de n'importe quel endroit connecté à Internet. Le e-visa est désormais disponible au Bénin. Calvador Awanou, Rodrigue Babagweto. Après l'exemption du visa pour Africains désireux de se rendre au Bénin, c'est au tour du visa électronique de voir le jour. Le e-visa, c'est, comme vous pouvez le constater, il y a le mot visa et préfixé du mot « et », qui veut dire que c'est une manière d'obtenir le visa en ligne de façon électronique. Le visa d'entrée au Bénin, de par le passé, s'obtenait à l'extérieur dans les représentations diplomatiques. Dans certaines représentations, il faut d'abord une lettre d'invitation. Il faut que vraiment vous puissiez justifier des ressources dont vous disposez pour pouvoir vous prendre en charge durant tout le séjour, ce qui fait que c'est un peu tracassant. Autant de peines que vient réduire le e-visa, surtout face au nombre sans cesse croissant de demandes. En effet, au cours de l'année 2016, près de 12 000 demandes de visa et près de 3 700 cartes de résidents ont été enregistrées, des nombres qui pourraient tripler d'ici le terme. Disponible sur le site www.evisa.gouv.bj, le mécanisme est plus simple. Pour le dépôt de la demande, 3 points sont obligatoires. Votre identité, le numéro du passeport. Il y a lieu maintenant de choisir la nature du visa, le type de visa que vous voulez. Il y a le visa d'1 mois, le visa de 3 mois et le visa de 90 jours. Après cela suit le paiement des frais. Près de 33 000 francs CFA pour un séjour d'1 mois avec une entrée et sortie, 50 000 francs CFA environ pour un séjour d'1 mois à plusieurs entrées et sorties, et près de 65 000 francs CFA pour un séjour de 90 jours. Ces étapes remplies, le visa est prêt. Pas de souci à se faire pour la sécurité. Les visas sont délivrés de façon automatique, mais avec un niveau de sécurité qui permet un contrôle automatique de toute demande par rapport à une liste tenue par Interpol et par la police républicaine. C'est une plateforme qui a été testée, dont on a éprouvé le niveau de sécurité, de résilience, de résistance aux attaques et de disponibilité. À peine lancé ce 23 avril, il suscite déjà l'enthousiasme de la population.
Je dois avouer que c'était quelque chose que nous attendions déjà depuis un moment pour faciliter l'entrée et la sortie du Bénin. Si on veut attirer du tourisme, comme c'est le but, c'est quelque chose qui est indiscutablement une très bonne chose à avoir implémenté à ce moment-ci. La direction de l'immigration et l'immigration a déjà enregistré 12 demandes. Ça, c'est le premier visa que nous avons enregistré hier et qui est déjà délivré. Il y a dans plusieurs pays où l'ambassade de Bénin n'est pas présente. Ce qu'il faut faire en ce moment, il faut se déplacer dans des pays franchement impossibles avant de le retrouver. Mais aujourd'hui, vous pouvez le retrouver n'importe où dans le monde. Cela voudrait dire que nous allons bientôt avoir assez. Pourquoi pas, comme dit le président du groupe de CTM, on va avoir les touristes par millions au Bénin. Le Bénin, qui veut devenir une terre d'attractivité économique, devient ainsi le 14e pays d'Afrique ayant opté pour le visa électronique. Depuis près de 4 mois, une grève secoue et paralyse le système éducatif béninois. Nous sommes actuellement à moins de 2 mois de la date initialement prévue pour les examens nationaux, mais les cours n'ont toujours pas repris ou ont repris timidement par endroits. Pendant ce temps, 17 directeurs ont été relevés de leurs fonctions pour mauvaise gestion des cantines scolaires. Nous avons recueilli pour vous l'avis d'un journaliste spécialiste des questions d'éducation. Je vous propose d'écouter Gérard Guédegbe sur les propos recueillis par Océane Amoussou et Dine Bouraïmo. L'impact qu'a les grèves, je veux dire cette cessation d'activité pédagogique sur les apprenants, pour moi, devrait être l'élément clé qui devrait permettre aux acteurs de prendre conscience et de dire maintenant, il faut qu'on arrête quelque part. Mais après avoir dit ça, je ne perds pas de vue le fait que chacune des parties en présence a une responsabilité. Donc il faut essayer peut-être de voir comment est-ce qu'on assure au mieux chacun nos responsabilités, c'est-à-dire que le gouvernement prend des engagements et que aussi les partenaires sociaux prennent des engagements pour qu'à la fin, on puisse permettre à ces enfants de faire ce pourquoi ils sont disponibles et pour lesquels nous ne leur offrons pas encore les conditions. Pour le temps perdu, il est difficile de le rattraper. On va simplement essayer de trouver des moyens pour rattraper ce qui est perdu et organiser les examens, selon moi, au minima. Je resterai insatisfait parce que ce qui m'intéresse n'était pas les examens, c'était le fait que les enfants puissent avoir le bagage intellectuel du programme pour le niveau dans lequel ils sont inscrits. Et il faut plutôt se dire qu'est-ce que nous faisons pour que l'année qui vient, nous ne soyons plus là à avoir à pleurnicher sur les débrayages, les mouvements de grève. C'est pour ça qu'il faut de façon audacieuse enclencher les négociations maintenant. Oui, ça pose un problème de moralité. Que l'enseignant soit amené à détourner des vivres destinés aux enfants. L'argument qui a été évoqué comme élément défaillant, c'est le fait que les enseignants sont capables de modifier les statistiques. Et la réflexion que cela impose, c'est une difficulté que nous avons à maîtriser les statistiques scolaires. Il faut avoir un dispositif qui nous permet de bien maîtriser les statistiques scolaires. Et je pense que ça devrait être géré. Le prêtre est un homme qui offre sa vie à Dieu et se met au service du peuple. Il est un envoyé de l'Église pour proclamer la bonne nouvelle du Christ, mais tout le monde n'est pas prédestiné à assumer cette fonction. Il est indispensable de remplir certains critères avant de devenir prêtre. Quel est le processus pour devenir un prêtre catholique? Reportage Andrea Oussou, Amandine Anyamoussou. La vocation de devenir prêtre et de servir Dieu répond à un long processus. Elle est acquise dès le bas âge à l'aune des séances de prière, d'adoration et de la vie communautaire sous la houlette de membres du clergé. Devenir prêtre prend sa source dans le désir d'être continuateur de la mission accomplie par le Christ. C'est pourquoi des jeunes que nous appelons aspirants, ceux qui sont habités par le désir
de devenir prêtres. C'est eux qu'on accueille dans les séminaires quand ils ont auparavant partagé leur désir de devenir prêtres avec leur curé. Et c'est une première étape que l'on appelle étape de l'aspirana. L'appel de Dieu est entendu de façon diverse et variée. Vous pouvez poser la question à 1000 prêtres, vous aurez 1000 réponses. J'ai eu la vocation par le biais d'un prêtre. Je suis tombé amoureux de devenir prêtre depuis ma petite enfance. C'est ainsi qu'il passe de l'étape de l'aspirana à la vie du séminariste. On parlera du discernement de sa vocation. Pour le futur prêtre, la durée de sa formation dépend de l'étape à laquelle il a commencé. Et ceux qui ont commencé par les petits séminaires ont 9 ans de formation initiale avant de passer le filtre du séminaire propédeutique qui les introduira au grand séminaire où ils subiront 8 ans de formation en vue du ministère. Et c'est là la formation essentielle elle-même. Il est traditionnellement requis par les textes et autres lois régissant le processus de porter la soutane, l'âge minimum de 25 ans au plancher et 75 ans au plafond pour jouir de ses droits. Le prêtre est par définition un ancien. Un ancien a besoin quand même d'un minimum de sagesse. C'est pourquoi aujourd'hui, on ne peut pas devenir prêtre quand on n'a pas au moins 25 ans, 25-27 ans au minimum. C'est un long processus fait d'études théoriques et pratiques aux extraits des principes canons de la théologie chrétienne et de l'exégèse. Les matières que nous recevons au séminaire, d'abord c'est de 4 ordres. Il y a la formation communautaire, la formation humaine, la formation intellectuelle et la formation spirituelle. Pour aller jusqu'à la fin de ma formation, je dirais simplement que c'est par la grâce de Dieu et l'intercession de la Vierge Marie. Je ne compte pas sur mes propres forces, sur mes propres qualités peut-être, non. C'est Dieu qui gère, c'est Dieu qui appelle et qui choisit, qui établit prêtre. Il y a donc lieu de les encourager vivement et de les accompagner dans cette marche. Devenir prêtre n'est pas un palliatif au chômage, c'est plutôt un appel, un acte qui nécessite l'amour de Dieu et du prochain, et ceci ne peut être accompli que par l'intercession de Dieu et de la Vierge Marie. Au Cameroun, plusieurs mines d'or exploitées ont été abandonnées. La plupart de ces gisements appartiennent à des compagnies étrangères qui, une fois après exploitation, délaissent les sites dans un état précaire, source d'incidents notables. Reportage. L'exploitation de l'or provoque de fortes tensions entre populations locales et exploitants étrangers dans l'est du Cameroun. Cette activité illicite a un impact certain sur l'environnement. Dans ce petit village riche en ressources minières, une centaine de trous sont remplis d'eau et s'étalent sur toute l'étendue de ce site d'exploitation abandonné. Cette situation représente un danger pour la population et principalement pour les enfants. Votre enfant peut sortir dans le matin, qu'il aille au champ jusqu'à 20h, s'il ne revient pas, c'est dire qu'il est déjà tombé dans un trou qui a été conservé. Le trou a été conservé d'eau, il est tombé là-dedans parce que le trou a été exploité non fermé. Oui. Ça crée donc des problèmes. Chaque semaine, c'est des pertes des enfants. Pas plus tard qu'il y a cela, 2 semaines ici à Beta-Roya, nous avons déploré 3 décès, 2 de nationalité centrafricaine et 1 personne de nationalité camerounaise. Ces décès sont dus aux éboulements, et notamment dans les trous abandonnés par les sociétés minières et multinationales étrangères qui viennent s'installer et qui ne referment pas derrière elles ces tombes entre guillemets à ciel ouvert qui forment des lacs. Les mines d'or après exploitation ne sont pas restaurées. Les autorités camerounaises auraient pris des dispositions pour contrôler la situation. D'après les informations que j'ai glanées auprès des autorités, il y a eu un cahier de charges. Il y a eu un cahier de charges qui avait été attribué aux exploitants miniers qui devaient, après exploitation, refermer les trous pour préserver au moins l'environnement et permettre à ce que d'autres activités soient effectuées
à long terme dans cet environnement. Désastre écologique, lac de mort, c'est le résultat des mines d'or abandonnées dans l'est du Cameroun. Selon les autorités camerounaises, des réformes ont été engagées pour encadrer légalement l'exploitation des mines d'or pour la protection de l'environnement et aussi pour la sécurité des populations. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de votre fidélité. À demain.